Salut, moi c'est Justine. Et moi, c'est Christine. Et vous écoutez Crème glacée. Bonjour, bonjour, bonjour! Ah que coucou! J'espère que vous allez bien en Oui! ce beau jour d'été. En fait, je sais pas si l'été est arrivé au moment où Ouais, je pense que officiellement l'été n'est pas commencé, mais dans ma Ok, tête, faut oui. que je me calme. OK. Ben, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça n'a pas trop été long comme petite semaine d'attente. J'espère que vous en êtes remis du leaf killer Ouais. complètement bizarroïde, Uh-huh. complètement crackpot. J'espère que ça vous a pas trop traumatisé pour vos futurs week-ends de camping Ouais. de cet été, parce que là, tu sais, faut pas se mettre à comme observer tous les arbres qu'il y a dans le coin, là, puis checker s'il y a des affaires dedans, parce que ça, on va virer psycho. Vraiment. Parano. Aujourd'hui, c'est un épisode de Chrissy. Yes. J'ai bien hâte de savoir c'est quoi parce que j'ai aucune idée. Aucune. Uh-huh. On s'est caché des affaires. Oui, on s'est caché des affaires. Mais là, je ramène un cas que je t'avais comme... En fait, je t'avais juste dit ça se passait où, là, longtemps. Ah oui! Mais c'est-tu genre l'affaire au Brésil? Non, mais presque. Je me trompe de Mais je vais te dire ça. Avant que je commence, pis tout, veux-tu nous lire le petit shout-out du jour? place? Oui! Donc, le shout-out du jour est de Stéphanie. Elle dit « Je voudrais saluer ma blonde Lily et lui dire que je l'aime. Elle va être surprise que je la salue ici parce qu'on est deux filles bien discrètes. On a été au pas de crime et on a parlé à personne, on était trop gênés. Oh! Ben non! Elle doit vous écouter avec sa collègue Coralie. Elle vous écoute en bouquant des fêtes pour enfants dans un refuge animalier. Ben voyons, c'est tellement précis. Donc, je salue aussi Coralie. Continuez votre beau travail, les filles. J'aime beaucoup la douceur et le respect avec lequel vous racontez vos histoires. Ce sont des histoires difficiles à entendre, mais vous êtes tellement empathique dans vos manières de raconter. C'est ce que je préfère de votre podcast. On vous aime Ben beaucoup. là, voyons! Oh, ben on vous aime aussi. Merci Stéphanie. C'est fou le smart, là! Puis salut Merci à Lily beaucoup. et sa collègue Coralie, les Oui, bouqueuses salut de fête. à tout le monde. Merci de nous écouter, c'est bien le fun. Ouais, merci. Ben d'ailleurs, je veux rappeler qu'on prend plus de nouveaux shout-outs. Là, on est en train de terminer ce qu'on avait déjà noté, mais c'est fermé, là. On en a trop, là. Je pense que là, le dernier qu'on a noté est le 79, OK? Puis là, on est à 58. Ouais. Fait que... On en a encore pour On un en petit a. bout. Mais tu sais, je pense que Malheureusement. les gens qui nous écrivent encore pour des shout-outs, ben c'est des gens qui sont nouveaux, tu sais. Ouais. Qui ont commencé à nous écrire le pas long, puis là, ils entendent les shout-outs en début d'épisode, puis ils sont genre « Moi aussi, j'en veux un! » Puis là, on est... C'est ça. Mais ils savent pas que c'est fermé. Mais on c'est s'excuse. bon, on le dit pareil. OK, fait que je vais me lancer dans ma saveur du jour. Oui. Ma saveur du jour, là, est spéciale aujourd'hui parce que je me suis dit que j'allais faire un genre de shout-out à travers ma saveur du jour. OK. Donc, je veux Curieux. juste m'adresser à un de vous. Sam. Mon ami Sam. Mon collègue de travail. Je te genre, who the fuck is Sam? Non, mais Sam, je sais que t'écoutes nos épisodes en faisant le ménage chez toi et que tu nous écoutes tout le temps. Puis là, tu m'avais dit la dernière fois qu'on s'est vu, peux-tu, s'il te plaît, amener la saveur de crème glacée qu'on a mangé ensemble parce que c'était incroyable. Fait que je vais profiter, c'est pas une pub, là, je vais pas faire une pub, c'est pas payé, on n'est pas payé pour dire ça, rien, mais je vais juste faire une pub à une petite crèmerie. Si jamais vous allez en Gaspésie cet été, à Métis-sur-Mer, plus précisément, la crèmerie, qui est aussi genre un restaurant, ça s'appelle Atelier culinaire Pierre-Olivier Ferry. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Là, je parle aux auditeurs, là, peut-être qu'il y a du monde qui vient du coin. Mais bref, on était allés l'été passé avec toute ma gang de job, puis c'était des saveurs fucked up. Genre, je pense que j'en avais un peu mentionné dans un des épisodes. Mais là, je vais ramener la saveur à Sam. C'était... Il y a pas de la coriandre, là? Il y a pas de la coriandre là-dedans? Non! C'était cèdre et miel. What? Ben, si je me trompe pas, là, Sam, si je me suis trompée, tu peux m'écrire puis m'envoyer chien en commentaire. Mais il me semble que c'est genre cèdre et miel. Puis tu sais, t'avais comme de la crème glacée à la rose sauvage, au thé du labrador, au sapin. Il y avait même genre des crèmes glacées à base de champignons.
Genre, pis tu pouvais le goûter un petit peu. Tes saveurs créées, on dirait des vinaigrettes, genre, c'est quoi ça? Mais je sais pas, mais le bas du fleuve, là, il regorge d'herbes et de façons de faire, je sais pas. Chaque fois que j'ai une saveur bizarre, ça vient de là. Je dis pas que c'est pas bon, mais je trouve que le nom, cèdre et miel, ça sonne un peu vinaigrette, miel et moutarde, là, tu sais. Ouais, genre salade du jardin. Mais je vous jure que c'était vraiment bon, les saveurs là-bas, puis je capotais, tu sais, c'était full original, c'était pas comme d'habitude, puis c'est ça, là, ben, j'avoue que... C'était bien bon. Fait que c'est ma saveur d'aujourd'hui. Ça sonne comme un parfum aussi, ou quelque chose. Ouais. Une brume de salle de bain. J'allais dire une brume de voiture, genre les petits sapins, là. Oui, c'est ça. En tout cas, juste avant de commencer, je vais faire un trauma-avertissement. Dans mon épisode d'aujourd'hui, je vais parler de kidnapping, de proxénétisme, de traite d'enfants, de meurtre, et plusieurs de mes explications vont être très graphiques. Ouf, OK. Ouais, je m'excuse de vous péter votre bulle de même direct en partant, mais ça va être un épisode quand même assez difficile. Tu sais, je parle d'enfants, fait que donc à chaque fois qu'on parle d'enfants, c'est sûr que ça vient un peu plus comme nous chercher. Donc voilà. Aujourd'hui, le cas que j'ai choisi de vous raconter vient d'une toute autre époque et s'est déroulé de l'autre côté de l'océan Atlantique. Nous sommes à la fin des années 1800, début des années 1900, en Espagne. Ah! Pourquoi j'avais Brésil en tête? Je sais pas, mais ce n'est pas au Brésil, c'est en Espagne. Je vous parle de l'histoire de Enriqueta Martí y Ripoll. Wow, ça a l'air le fun à dire. Oui, donc je vous parle d'elle ou encore de la possible légende de la vampira de la Barcelona. Ouh. Donc, la vampire de Barcelone. OK. Pourquoi je parle de possible légende ici? Eh bien, c'est parce que l'histoire est tellement vieille. Peut-être que c'est justement des gens qui ont rajouté des couches d'exagération autour de tout ça pour créer la peur, l'animer, la garder en vie ou encore pour juste se rendre comme intéressant. J'ai quand même fait mon possible pour trouver le plus de morceaux du puzzle possible et surtout comme des bouts d'histoire qui proviennent de plusieurs sources. Ben, c'est pas facile quand c'est des vieux cas, là. Oui, c'est ça. Donc, soyez indulgents. Ça se peut que certaines informations que je dise ne sont pas véritables. C'est pas exactement ça qui s'est passé, mais bon. Donc, Enriqueta est née en 1868. On sait pas exactement le jour exact. À Sant Feliu de Llobregat, je ne sais pas si je le dis comme il faut, en Espagne. Un endroit qui existe toujours d'ailleurs sous le même nom, puis qui se trouve dans une petite municipalité de Catalogne, dans la province de Barcelone, en Espagne. On a très peu d'informations sur la tout petite Enriqueta, mais on sait que dès son jeune âge, on ne sait pas l'âge exact, mais Enriqueta provenait d'un milieu assez pauvre et elle va quitter la maison assez tôt pour trouver emploi dans la grande ville de Barcelone. Enriqueta va d'abord travailler comme domestique dans des maisons appartenant à de grands hommes riches et célèbres, puis comme nounou pour les enfants de ces mêmes familles. C'est à ce moment-là que Enriqueta découvre, de un, qu'elle n'aime pas vraiment les enfants, et de deux, qu'elle pourrait vraiment gagner plus d'argent par elle-même. Avec son apparence, son charme, elle pourrait se trouver une meilleure job que d'être servante dans des maisons. Elle va donc assez rapidement tout laisser tomber ces petites jobines-là pour devenir travailleuse du sexe dans les grandes rues de la ville. On peut vraiment dire qu'elle a trouvé chaussure à son pied lorsqu'elle est entrée dans le monde de la prostitution. Elle n'est pas du tout tombée dans ce monde-là contre son gré, bien au contraire, c'est elle qui a choisi ce métier-là, puis elle aimait vraiment ça. En 1895, elle va épouser un homme, un artiste peintre, qui gagnait quand même bien sa vie avec son métier, qui s'appelait Joan Pujalo, ou Pualo. Je ne sais pas si je le dis bien. Avec ce que j'en comprends des sources que j'ai consultées, leur relation était assez tumultueuse, voire toxique. Enriqueta va même se faire demander le divorce peu de temps après leur mariage, donc ils vont pas rester mariés très longtemps. Les raisons, techniquement, seraient parce qu'elle aurait commis de l'adultère à maintes et maintes reprises. On n'en sait pas plus, mais faut se dire que si c'était une prostituée à la base,
Ben, c'est dur à dire si c'était réellement de l'adultère ou une simple femme qui vivait de son métier aux côtés d'un homme qui n'acceptait pas son métier, justement. Donc, c'est dur à dire qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Est-ce qu'il était au courant de ce qu'elle faisait? Est-ce qu'il l'acceptait? C'est dur à dire. Bref, ils vont se divorcer assez vite, puis jusqu'au décès d'Enriqueta, leur relation va toujours être en espèce d'on and off. Donc, ils vont reprendre, ils vont se séparer, ils vont reprendre et se séparer. Mais ils vont jamais avoir d'enfants ensemble, puis ils vont jamais se remarier une deuxième fois. Entre 1900 et 1909, Enriqueta gagne sa vie dans le monde du sexe. Puis ce métier-là va beaucoup caractériser le quartier où elle habite, le quartier d'El Raval. Donc c'est un quartier où est-ce que tu sais, c'est typique, là. Tu vois dans la rue qu'il y a beaucoup de prostitution, c'est beaucoup affiché, c'est très présent. Par contre, ce travail va vite lui révéler un côté beaucoup plus sombre et sordide de la nature humaine. Genre, elle savait qu'elle allait rencontrer des hommes qui parfois, bon, c'est des hommes mariés, tu sais, qui veulent tromper leur femme, passer un bon moment. Des fois, des hommes un peu violents qui veulent comme s'en prendre à quelqu'un gratuitement de même. Elle savait qu'elle allait tomber sur ce genre de personnes-là, mais là, elle a vu comme, à travers son métier, quelque chose d'encore plus sombre. Là, comme je le disais tantôt, elle fréquente surtout des clients qui sont de la haute société, donc des gens de pouvoir. Puis elle va vite se ramasser dans une espèce de cercle malsain où elle se doit de répondre aux fétiches puis aux déviances étranges d'hommes à qui elle peut pas dire non, parce que c'est des gens beaucoup trop importants. Qui lui amènent aussi beaucoup d'argent, faut se rappeler. Et là, petit trigger warning, encore une fois, petit trauma avertissement, je vais me lancer dans une histoire qui est assez rough. Un peu à la Jeffrey Epstein. Oh! OK. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais il y a des ressemblances. Quelque part en 1909, donc dans cette année-là, après avoir travaillé dans la rue puis dans plusieurs maisons closes, genre des bordels, du quartier de El Raval et des autres quartiers aux alentours, genre des quartiers très pauvres, faut se le dire. Puis aussi, avec la forte demande de sa clientèle, eh bien, Enriqueta, elle va ouvrir son propre bordel à elle, dans un appartement. C'est avec l'argent qu'elle aura gagné au cours de toutes les dernières années à faire ce métier-là qu'elle va finalement pouvoir se payer son propre lieu à elle, où est-ce qu'elle va pouvoir amener comme tous ses clients, tous les gens qui l'aimaient, puis qu'elle va se faire plus d'argent, tu sais. Elle a quel âge à ce stade-ci? Elle n'aura pas besoin de donner une cote. Ben, c'est pas clair, parce que tout ce qu'on sait, c'est que, tu sais, elle est née en 1868. Attends, mais en fait, c'est pas que c'est pas clair. C'est juste qu'il y a beaucoup de difficultés à se fier à la ligne du temps vu que c'est vieux. Mais là, en 1909, ça voudrait dire qu'elle a comme 39, 40 ans? Ça a-tu du sens? C'est ça que quelqu'un nous trouve vraiment pas charmante en ce moment. Ben, 1868 jusqu'à 1909, ça fait 41 ans, genre. Oui, 41 ans. Bref, donc elle a à peu près ça. Bon, 41 ans ou proche de l'avoir. Je me demandais parce que j'ai l'impression que c'est quand même une des options pour les travailleuses du sexe en vieillissant, surtout à cette époque-là. La suite logique, souvent, c'est de devenir propriétaire de bordel pour ne plus faire des clients, mais gérer d'autres travailleuses du sexe plus jeunes, genre. C'est comme la suite logique. Fait que je me demandais si elle s'en venait dans plus âgée, là. Mais oui, c'est ça, tu sais, puis elle a fait ce métier-là depuis qu'elle est partie de chez ses parents super jeune. Fait qu'il faut dire qu'elle a comme vécu, là, elle a travaillé pour quelqu'un, travaillé dans la rue, puis aussi comme donner la cote, sa partie d'argent à la personne qui gère le bordel. Fait que, bref, en effet, elle voulait probablement juste comme poursuivre sa carrière, si on peut dire ça, puis engager, ben genre avoir des gens. Mais là, vous allez voir qu'est-ce qui se passe par la suite, là. J'ai peur. Donc, l'appartement en question se situait sur la rue Minerva, à Barcelone toujours, dans la grande ville de Barcelone. Sa clientèle était toujours la même, des hommes importants, riches, connus. Ces hommes-là, ben, ils l'adoraient, genre ils tripaient sur Enriqueta, mais pas nécessairement pour les raisons que t'as en tête.
Pas parce qu'elle était donc hot, puis était donc bonne, puis tout ça. C'était pas pour elle qu'il l'aimait autant. En fait, on va apprendre plus tard, entre les lignes, que la clientèle d'Enriqueta était constituée pour la plupart, oui, d'hommes riches et connus, mais des hommes pédophiles. Elle savait, là, elle. Ben oui. Elle profitait de ça. Ben, c'est là que je m'en vais, mais pour que les hommes, ils l'aiment autant, puis qu'elle sache que sa clientèle, ils tripaient toutes sur des petites jeunes, eh bien, on va voir qu'il y a quelque chose qu'elle fait comme depuis toujours qui n'est pas correct du tout. Là, on parle de médecins, d'avocats, de gens du milieu de la politique, des officiers de police. Vous voyez le genre de personnes. Il y avait des demandes tellement spécifiques pour elle qu'elle avait comme pas le choix de répondre aux besoins de sa clientèle pour continuer à travailler, continuer à faire de l'argent. Puis, pour ce faire, elle utilisait des méthodes complètement dégueulasses et hors de ce monde, là, je vais vous en expliquer. Donc, pour satisfaire sa clientèle pédophile, qui paye extrêmement bien, Enriqueta va commencer assez vite à se promener dans les rues de Barcelone, de jour, habillée en espèce de mendiante, de sans-abri, qui demande de l'argent et tout. Puis, elle va choisir son quartier. Elle va aller dans les quartiers les plus pauvres, les petites ruelles, tout ça. Puis, elle va commencer à approcher des enfants qui soit quêtent à leur tour, genre c'est des enfants qui sont dans la rue, ou des enfants de familles très pauvres, genre. Donc, des enfants qui, tu sais, sont un peu sales, sont seuls et très vulnérables, surtout. Donc, elle restait la plupart du temps dans les quartiers comme El Raval, comme je l'ai dit, et d'autres quartiers aux alentours. Puis, ben, ce qui était facile pour elle, c'est que elle s'approchait d'enfants qui sont comme dans une énorme famille, souvent. Tu sais, mettons une famille qui est pauvre, mais qui a comme une dizaine d'enfants, ben, le fait d'en perdre un, c'est comme quasiment une bonne nouvelle pour la famille parce qu'ils ont moins d'enfants à nourrir, là. C'est un peu comme ça que c'est vu à l'époque. Ah ouais! Puis là, je vais faire une petite parenthèse de l'époque, là, justement, dans laquelle on est. Ben, c'était vraiment pas avancé comme aujourd'hui, là. Vraiment pas. Il y avait pas de loi à ce moment-là, du moins en Espagne, là, c'est ce que j'ai regardé, sur le kidnapping d'enfants. Genre, techniquement, ce n'était pas une loi. Genre, que tu ne peux pas enlever un enfant. Il n'y avait pas non plus de loi sur le proxénétisme d'enfants, la traite d'enfants. Tout ça, là, ça n'existait pas. Donc, techniquement, comme je viens de le dire, si une famille pauvre perdait l'un de ses enfants, ben la police, il y en avait rien à foutre complètement. Genre, pour eux, c'était comme, OK, ben, good for you, dans le fond, parce que t'as déjà de la misère à faire vivre tes 8 autres enfants, fait que Hey, c'est quasiment fou, quand bien même. qu'il t'en manque un, là. Ouais, genre, c'est vraiment une façon de penser différente d'aujourd'hui, puis je sais pas si c'était de même partout, là, mais c'est terrible, là, c'est dégueulasse. Elle va commencer à attirer des enfants avec elle, en s'approchant d'eux, en leur prenant la main, puis en leur offrant des bonbons ou des jouets, par exemple, pour ensuite carrément les kidnapper puis les amener dans son fameux bordel. Où, justement, le soir, elle s'habillait complètement différent de la journée, là. Elle était soudainement super chic, une femme super élégante, super belle, puis elle offrait les enfants en question à ses clients, qui étaient complètement détraqués, malades, oh my God. qui avaient un Ça problème. m'écoeure. Ça fait peur aussi, là. On dirait que à cause qu'elle est surnommée la vampire, là, j'imagine comme une madame avec une cape noire qui kidnappe des enfants, genre. Oh. Ben, tu vas voir la photo, là, ça fait un peu peur, parce qu'on a une photo d'elle, là. Oh my God. Ça fait un peu peur. Bref, puis on sait pas trop comme ça a commencé quand exactement, cette espèce de traite d'enfants-là. C'est probablement comme dans le temps où elle était dans des bordels d'autres mondes. Probablement, genre, elle travaillait pour quelqu'un, puis elle amenait quand même un enfant, puis genre, elle faisait profiter de ça ses clients, parce que c'est pour ça que la demande était autant forte de la part de ses clients riches et tout, à ce que Enriqueta allait son propre bordel, c'est parce qu'elle répondait à des besoins d'une clientèle particulière, là, tu sais. Elle allait vraiment vers des gens qui avaient des envies d'enfants, bref. Donc, Enriqueta était devenue une proxénète, une pimp, si tu veux, qui fait de la traite d'enfants et qui les force à avoir des relations sexuelles avec des hommes puissants qu'on ne pouvait pas dénoncer, ben non, parce que trop notoire, trop important. Les enfants en question y étaient âgés entre 3 ans
et 14 ans. Ça, c'est un approximatif, là. Dans certaines sources, on parle d'une jeune fille de 17 ans, mais vous voyez comme qu'on parle d'une tranche d'âge... Tu sais, elle commence avec des bébés, là. Des enfants de 3 ans, là. Enriqueta, elle devenait de plus en plus stratégique. Puis là, elle se rendait vraiment comme de jour dans des lieux comme des monastères, des églises, des ruelles très pauvres, où elle trouvait vraiment les enfants les plus démunis. Puis le soir, elle faisait le même genre d'exercice, mais à l'inverse. Elle s'habillait full chic, full luxueuse, comme je l'ai dit tantôt, puis elle se rendait dans des lieux mondains, comme le théâtre de Lisieux. Elle allait dans les casinos, les grands hôtels, elle allait comme dans les restaurants, tout ça. Puis c'était là qu'elle faisait son repérage pour sa clientèle cible. Donc, elle connaissait tellement des gens qui connaissaient d'autres mondes que, tu sais, elle se faisait présenter à un autre homme qui, lui, probablement avait ce genre de fantasme-là. Donc, elle allait dans tout plein d'événements le soir pour se faire une plus grande clientèle. De plus en plus grande, tu sais. C'est vraiment dégueulasse. Comme, elle jouait vraiment 2 personnages différents. Ouais. Genre, de jour, elle était comme une sans-abri qui faisait pitié et tout. Puis le soir, une grande dame qui allait, genre, séduire des vieux monsieur qui, eux, voulaient... des gens beaucoup plus jeunes qu'elle, mettons. Hey, c'est fou comment, pour l'argent, tu peux renier toute ton humanité, là. Tu sais, clairement qu'elle aurait pu bien s'en tirer en étant une travailleuse du sexe classique, traditionnelle, là. Genre, c'était pas nécessaire, là. J'ai aucune empathie pour elle, là. Non. Genre, elle c'est juste qu'à travers tout ça, tu sais, elle a commencé tellement jeune aussi, qu'elle a commencé avec des messieurs probablement qui tripaient sur des jeunes filles, probablement qui étaient mineures, tu sais, quand elle a commencé même Puis son métier. Ouais, elle a vu que c'était payant. C'est ça, elle a vu ce genre de client-là dès le début, fait qu'à un moment donné, ben, elle était rendue probablement trop vieille pour ses clients, puis c'est peut-être là qu'elle a commencé à aller chercher des enfants, tu comprends? Ah. Fait que, bref... La presse locale de l'époque, elle écrivait beaucoup de trucs dans le journal, tu sais, on s'entend, là. Genre, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient portés disparus du jour au lendemain. Puis même si on n'en faisait pas trop de cas avec la police et tout, ça se savait quand même dans la ville, là. Les gens y en parlaient, puis c'était des murmurages, puis tout ça. Souvent, dans les journaux, on pouvait voir écrit « À Barcelone, on murmure qu'une sorcière mendiante fait disparaître des enfants. » Sauf que l'affaire, c'est que même avec tous ces grands titres-là dans les journaux, ben, les temps, là, ils étaient de l'époque, là, ils étaient trop durs. Genre, il y avait trop d'affaires qui se passaient dans le monde puis dans les environs à ce moment-là, dans cette période-là, que personne se souciait des disparitions d'enfants. Genre, tout le monde avait comme mieux à faire ailleurs. On s'entend, là, je vous rappelle, on est en 1909, là. On est vraiment pas loin de guerre et de toutes les patentes. En fait, on est carrément dedans, tu sais. Toujours dans la même année, 1909, il y a un gros événement qui va marquer l'histoire, qui va arriver dans cette année-là. Est-ce que ça te dit quelque chose si je te dis la semaine tragique de Barcelone? Non. Eh bien, c'est une tragédie qui va avoir lieu dans la semaine du 26 juillet au 2 août 1909, dans la grande ville de Barcelone, ainsi que dans les municipalités environnantes de la province de Barcelone, qui est comme 2 choses différentes. Puis là, je suis pas du tout experte dans la matière, mais j'ai fait mes petites recherches pour essayer de comprendre un peu mieux, genre, cet événement-là historique. Fait que je vais vous l'expliquer. À ce moment-là, dans cette semaine-là, on était comme en vue d'une guerre qui allait arriver. La guerre de Melilla contre les Rifins. Donc, si j'ai bien compris, c'est comme l'affrontement entre une petite ville espagnole puis une partie du nord du Maroc. Puis là, en vue de cette guerre-là, ben, les Espagnols, ils protestaient énormément pour ne pas partir en guerre. Il y avait des manifestations partout dans les rues, des émeutes, des civils qui essayaient d'attaquer l'armée. C'était le chaos total. Ça a duré 1 semaine. C'était fou, là, dans les rues, il paraît. Comme résultat de cette semaine-là, 104 civils, 4 soldats et 4 membres de la Croix-Rouge vont être tués. Aïe, aïe. C'est beaucoup, quand même. Puis, l'affaire qu'il faut savoir aussi, c'est que l'Église, elle encourageait fortement l'armée. Elle encourageait à ce que les jeunes partent à l'armée puis aillent se battre. À cause de ça, ben, les gens vont commencer à s'en prendre à l'église. Donc, avec cette semaine-là d'émeutes, il va y avoir 18 églises, 49 couvents ou autres collèges religieux qui vont être la proie des flammes. Donc, imagine, là,
Pendant une bonne semaine complète, c'est l'été, il fait chaud, il y a des manifs dans les rues partout, du monde qui flambe des églises, qui flambe des collèges. Bref, il y a ça là, qui se passe au même moment. Donc là, comment cette fameuse tragédie-là est liée à mon histoire d'aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que parmi les nombreux immeubles qui vont être incendiés pendant la semaine tragique de Barcelone, eh bien, le bordel de Enriqueta sur la rue Minerva ne sera pas épargné. Donc, il va brûler lui aussi. Oh! Le feu y aurait tellement pris assez d'ampleur que ça l'aurait dévoilé aux autorités les activités qui se passaient dans les murs de son appartement. Donc, dans son appart crado, là, on va être capable de constater que c'est clairement un bordel puis qu'il se passe des affaires pas nettes, là. On sait pas trop si, à ce moment-là, on a vu qu'il y avait des enfants, mais tu sais, fort probablement, là, que les autorités ont compris tout de suite c'était quoi. Là, à ce moment-là, on pourrait penser, genre, OK, est-ce que cet événement-là, c'est ça qui va comme permettre de mettre fin, tu sais, de mettre un terme à toutes les horreurs qui se produisaient dans cet appart-là? Mais non! Sweet fuck all! Les autorités vont vite apprendre que, pis ça, c'est s'ils étaient pas déjà au courant, là, parce qu'il y en a peut-être déjà dans les policiers pompiers, etc., qui allaient à ce bordel, tu sais, c'était quand même connu. C'est ce que je me disais, ouais. Mais bref, ils vont vite apprendre que les hommes qui se rendaient dans ce fameux bordel-là pour exercer des activités complètement illégales et dégueulasses avec des enfants, c'est tous des gens vraiment influents. Genre, qu'on ne peut pas dénoncer. Des gens trop importants, des médecins, des présidents, peu importe. On n'a pas les noms, malheureusement, mais ça l'a vite été su. Donc, même si on a vu ça, puis on pense que Enriqueta aurait pu se faire arrêter à ce moment-là puis détruire son bordel, il y a tellement d'adoration de la part de ses clients envers elle. Les gens, ils ont son bac, tu sais, ils sont vraiment comme, ils la protègent. Fait qu'ils vont demander aux autorités de se taire, puis ça va juste continuer. Genre, il y a rien qui va arriver, elle va jamais être accusée de proxénétisme, elle va jamais être accusée de quoi que ce soit à la suite de cette découverte. C'est n'importe quoi, l'influence des riches, là. Ouais. Donc, comme je le disais, les activités vont vite reprendre leur cours. Je dois aussi mentionner qu'à cette époque-là, Barcelone, c'était pas exactement ce qu'on connaît aujourd'hui. C'était pas la petite ville touristique européenne, mais bien une destination vraiment importante de tourisme sexuel. Pendant les nombreuses années d'activité dans le proxénétisme et la traite d'enfants, je dois d'ailleurs mentionner que encore à ce jour, le nombre d'années qu'elle a fait ça, il est incertain. On parle dans certaines sources de 20 ans de carrière, mais c'est pas confirmé, là, fait que ça peut être vraiment plus. C'est une bonne question. Comme je le disais tantôt, on ne sait pas à quel âge elle a commencé. Mais bref, pendant ces nombreuses années-là, Enriqueta, elle passe des dizaines d'enfants. Puis là, on se demande comme... Qu'est-ce qu'elle faisait avec ces enfants-là le reste du temps? Ouais, c'est la question que je me pose. Puis elle en avait combien? Il y avait combien d'enfants qui travaillaient, entre guillemets, pour elle? Comment qu'ils finissaient, mettons, les enfants qui étaient là-bas? Parce que probablement que, tu sais, si c'était déjà des enfants super pauvres, en mauvaises conditions, sous-alimentés et tout, s'ils étaient, mettons, trop blessés ou plus capables de faire la job, entre gros guillemets, c'est où qu'ils finissaient, ces enfants-là, tu sais? Ouais, ça me surprendrait qu'elle les redonne aux familles dans un petit panier avec un chou, là, puis genre, voilà, merci pour votre aide, là. Genre, clairement... Vraiment. Clairement qu'elle faisait de quoi de bien pire. La situation va finalement prendre fin vers la fin de l'année 1912, peu de temps après son dernier kidnapping. Le dernier enlèvement de Enriqueta Martí sera le 10 février 1912. Une fillette du nom de Teresita Guitart Congost, je ne sais pas si je le dis comme il faut, et c'est la fille d'un homme très aimé de la ville, un homme important qui n'allait sûrement pas avoir... En tout cas, lui, il savait pas l'existence de ce bordel-là, mais un homme important. Pendant les semaines qui vont suivre, la mendiante, elle sortait toujours en journée, puis elle laissait Teresita toute seule à la maison. À la maison, Teresita était pas exactement toute seule, elle était avec une autre petite fillette qui était déjà dans l'appartement quand elle est arrivée. Une petite fille qui s'appelle Angelita. Les filles, les deux ensemble, ils restaient seuls comme toute la journée pendant le jour, pendant que
Enriqueta, elle allait chercher d'autres enfants, genre, ou essayer de le faire. Mais même s'il était tout seul toute la journée, ben, il savait très bien qu'il n'y avait aucune possibilité de s'enfuir, puis qu'elles avaient plusieurs règles à suivre. Elle savait très bien qu'elle ne pouvait, premièrement, pas s'approcher de aucune porte et de aucune fenêtre. C'était une des règles très importantes pour pas que personne les voie à l'intérieur, tu sais. Puis aussi, il y avait des pièces qui étaient interdites. Donc, des portes qu'elle n'avait pas le droit d'ouvrir jamais. Sauf que clairement, dire à un enfant « Tu n'as pas le droit d'ouvrir cette porte-là », on sait très bien que ça va finir que l'enfant va obviously essayer d'ouvrir la porte. Ben oui. Genre, c'est sûr. Donc, bien évidemment, un jour, lorsque Enriqueta était partie, les deux filles vont décider d'ouvrir l'une des portes, l'une des pièces de l'appartement. Ce qu'elles vont découvrir à l'intérieur de cette pièce, premièrement, la pièce est en désordre total, il y a des affaires partout, c'est dégueulasse, c'est insalubre, il y a une odeur étrange. Puis, ils vont trouver des sacs remplis de vêtements d'enfants maculés de sang, ainsi qu'un grand couteau dans l'un des sacs, lui aussi maculé de sang. What? Cette même journée-là, Teresita, sachant très bien qu'elle peut pas s'approcher de la porte ni des fenêtres, elle va décider de faire autrement. Directement après cette trouvaille-là, t'as Angelica qui, elle, genre, elle voit ça, est apeurée, mais elle continue de, comme, faire ce qu'elle doit faire, tu sais, elle respecte les règles, ça fait plus longtemps qu'elle est là, tu sais. Mais Teresita, elle s'approche de la fenêtre, puis elle plante sa face dans la vitre toute la journée. Jusqu'à temps qu'elle sait à peu près vers quelle heure, comme Enriqueta revient. Puis en faisant ça, à un moment donné, elle va croiser le regard d'une voisine, de la voisine juste à côté, de l'appartement à côté. Elle va comme échanger un regard quand même assez long avec cette même voisine. Cette dame, Claudia Elias. Une vieille femme qui connaissait très bien comme tous les habitants des immeubles voisins de chez elle. Une petite fouineuse, là. Elle regardait tout le temps par sa fenêtre, elle connaissait tout le monde, elle savait les potins et tout. Puis lorsqu'elle croise finalement comme le regard de la petite fille dans la fenêtre, première des choses, elle comprend pas, parce qu'elle sait très bien que sa voisine n'a pas d'enfant. Puis elle, on va savoir que de temps en temps, elle voyait comme des enfants rentrer, sortir et tout, mais elle savait très bien que sa voisine n'avait pas d'enfants à elle. Genre, c'était tout le temps des enfants un peu n'importe qui, mais elle s'est jamais posé plus de questions, mais elle a toujours trouvé ça louche, Claudia. C'est ça qu'elle va raconter. Mais bon, elle se disait, genre, c'est peut-être qu'elle garde des enfants ou tout ça. Sauf que là, quand elle va croiser le regard de cette petite fille-là, cette journée-là, elle va dire qu'elle a tout de suite reconnu la petite fille. Elle l'a reconnue à cause des pancartes de petites filles disparues qu'elle a vues dernièrement. Parce que, comme je l'ai dit, la petite Teresita, elle venait d'une famille plus aisée, tu sais, plus riche, puis plus connue. Donc, bien entendu, cette famille-là avait déjà plus de chances de se faire prendre au sérieux. Puis c'est encore un peu comme ça aujourd'hui, malheureusement. Donc, la famille de Teresita y avait avisé la police. Puis le cas, il était comme vraiment passé dans le journal de l'époque. Il y avait des affiches qui avaient été posées comme un peu partout dans les environs. Puis c'est quelque chose qui arrivait vraiment pas souvent à l'époque. Fait que, tu sais, pour voir des affiches comme ça de petites filles partout, ben ça choquait quand même le monde. Puis les gens, ils les regardaient, tu sais, les affiches. Mais une chance, là, qu'ils ont, tu sais, ils ont fait ça, dans le fond, qu'il y a une famille qui a comme vraiment, réellement fait quelque chose, puis pas que les autres familles... En fait, c'est juste que les autres familles ont probablement pas pu parce qu'il y avait pas les moyens de faire ça. C'est parce que la famille était plus aisée, ils se sont fait plus écouter, là. Mm-hmm. Puis thank God, parce que ça l'a arrêté quand même quelque chose, là, tu sais. Mm-hmm. Ça l'a permis, en fait, à ce que la voisine reconnaisse la petite fille, ce qui est quand même pas rien. Elle va dire que même si la petite fille était pas pareille comme sur la photo, elle va dire qu'elle était vraiment pas dans un bon état, clairement. Elle avait aussi les cheveux très très courts, voire presque rasés, alors que sur les photos, c'est une petite fille qui a les cheveux longs. Puis elle dit que même avec tous ces petits détails-là qui étaient pas pareils, elle avait comme un feeling. Genre, elle l'a vraiment reconnu, là. C'est dans le regard, là. Cette petite voisine-là va donc prévenir un de ses amis, genre un de ses voisins dans le coin, en qui elle avait confiance, premièrement. Puis, tu sais, c'était pas aussi simple, là. C'était pas genre j'appelle la police puis on fait quelque chose. Fallait comme que t'aies des contacts, là. Sinon il se passait rien puis personne ne faisait rien. Donc elle va voir un ami du voisinage en qui elle a confiance.
Cet homme-là, il y avait un ami ou un contact, c'est pas trop clair, mais il y avait un ami ou un contact dans la police. Donc, Claudia, elle va dire à cet homme-là, genre, écoute, faut que tu m'aides, faut que tu fasses quelque chose. J'ai vu quelque chose j'ai vu une petite fille, puis je suis sûre que je l'ai reconnue, puis il faut faire avancer le cas, puis je peux pas juste moi-même aller à la police parce qu'ils vont pas me prendre au sérieux, donc, s'il te plaît, fais ça pour moi. Le message va bel et bien se rendre au bureau de police, mais comme il y avait comme rien contre Enriqueta, ben, ils vont travailler sur une histoire qu'ils vont inventer pour essayer de trouver un genre de prétexte pour perquisitionner la maison d'Enriqueta. T'sais, ils veulent absolument avoir l'autorisation de rentrer à l'intérieur. Donc, ce qu'ils ont trouvé comme idée pour entrer chez Enriqueta, nous avons eu des plaintes de bruit qui nous ont fait comprendre que vous aviez un élevage de poules illégal dans votre appartement. Quoi? Donc, quelle histoire, je sais pas si à l'époque, les gens prenaient plus ça au sérieux, là, mais bref, leur idée, leur excuse pour aller chez Enriqueta et lui dire qu'ils doivent rentrer pour checker, c'est ça. OK, mais... Deux secondes, là. Là, t'es en train de me dire que quand son premier appart a pris en feu, puis ils ont clairement compris qu'il y avait un bordel à l'intérieur et des choses encore pires qui s'y déroulaient, ils ont rien fait, mais une fausse plainte d'élevage de poules... Ça, c'est pris au sérieux, puis c'est une bonne raison de perquisitionner la maison. Il y avait jamais... C'est parce que là, c'est une petite fille qui est portée disparue, puis elle est sur des affiches. Donc, s'ils rentrent à l'intérieur, puis ils voient cette petite fille-là, ils peuvent l'enlever, tu comprends? Tandis qu'avant, on savait pas c'était qui, les enfants, puis on savait pas... Tu sais, il y avait pas eu d'enfants précis. On savait que c'était louche. On fermait les yeux devant ça. Mais on n'avait rien, tu sais. Ouais, mais là, c'est plus concret. Fait qu'ils laissaient ça aller. Là, c'est plus concret. Là, t'as une petite fille, puis on dit l'avoir vue par la fenêtre. Donc, on est pas mal certain que la petite fille qui est portée disparue, Teresita, ben, est dans l'appartement. Fait que là, peu importe quelle raison, là, ils ont trouvé la raison des poules, mais c'était juste une raison pour être capable de rentrer et pour confirmer si elle est là. J'aurais cru que... Je suis pas mal sûre que... J'aurais cru que juste de dire « je l'ai vue dans la maison » aurait été suffisant. C'est bizarre qu'il fallait trouver une autre excuse, mais... Peut-être que c'était une personne d'une personne d'une personne d'une personne. Ouais. Fait qu'à guess que... C'est spécial. Puis le pire, c'est que je suis sûre que si, mettons, ça avait pas été Teresita, puis qu'en rentrant, ça avait été deux autres petites filles qu'on connaît pas, il aurait refermé les yeux, il aurait rien fait, tu comprends? Ah, c'est cave. Parce que ce qui les choquait, c'était pas le fait qu'il y ait des enfants, mettons... je pense que là, tout le monde le savait, qu'il y avait des enfants dans des bordels, puis que c'était dégueulasse, puis tout ça. Je pense que ça, les gens fermaient les yeux là-dessus. Mais là, comme c'était une petite fille d'un homme riche, d'un homme qu'on connaît, puis qu'on est certain de l'avoir vu dans l'appartement, ben... Tu sais, leur but, je pense, c'était même pas d'arrêter Enriqueta, c'était juste comme de sortir la petite fille. C'est donc le 27 février 1912, au 29 rue Ponent, qui était sa dernière demeure, que les policiers vont faire la découverte de quelque chose de troublant. 2 policiers de Barcelone, commandés par l'inspecteur Ribot, pénètrent dans l'immeuble et découvrent, premièrement, Teresita, elle est bien là, que la femme appelle Felicidad, et une autre enfant qu'elle appelle Angelita. Donc là, on a les policiers, on se rappelle, ils ouvrent la porte, puis Enriqueta a fait juste dire genre que une de ses filles c'est Felicidad, puis l'autre c'est Angelita. Enriqueta va affirmer qu'elle a trouvé Felicidad dans la rue, seule. Elle avait plus de famille, puis ben elle a comme décidé de s'occuper d'elle depuis ce temps-là. Donc elle l'a tout simplement genre adoptée. Elle pouvait pas faire autrement. Puis elle va dire que pour ce qui est d'Angelita, ben c'est sa petite fille qu'elle a depuis toujours avec son ex-conjoint / mari, Juan, mais qu'il est plus dans leur vie. Là, ils vont tout de suite être emmenés au poste de police. On va emmener Enriqueta, mais on va aussi emmener les 2 petites filles pour qu'ils puissent comme raconter peut-être leur version des faits, genre ce qu'ils peuvent dire. Sauf qu'on veut comprendre qu'est-ce qui se passe. Genre, pourquoi il y a 2 petites filles dans l'appart? Pourquoi il y a Teresita? Genre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un malentendu puis elle pensait la sauver, comme elle dit? Ou c'est clairement pas ça? Mais à ce moment-là, les policiers, ils se doutent pas pantoute de à quel point c'est grave comme histoire. Pendant l'interrogatoire, Enriqueta va s'en tenir à ses mêmes versions. Comme quoi, ben c'est ses filles maintenant, c'est ses 2 filles.
Ben, les filles, de leur côté, vont avoir bien plus de choses à dire. On a Angelita qui va confirmer que Enriqueta, ben, c'est bel et bien sa mère. Elle dit que du plus loin qu'elle se souvienne, ben, ils ont toujours été ensemble, puis que par contre, elle avait jamais connu son père. Elle savait juste qu'il s'appelait Juan. Puis, ben, son père les avait abandonnés, elle puis sa mère. Ça, c'est ce que Angelita va dire. On s'entend que ça se peut que la petite Angelita, elle a juste cette version-là parce que c'est juste ça qu'elle a connu, tu sais. Peut-être que Enriqueta aimait cette version-là dans la tête depuis qu'elle l'a, donc. Ouais, c'est vrai. Puis qu'en réalité, ben, c'est une histoire bien différente qui se cache derrière ce mensonge-là. Mais je vous reviens plus tard là-dessus. Donc, pour l'instant, elle confirme ce que Enriqueta dit. Pour ce qui est de Teresita, eh bien, elle, pour sa part, elle connaît très bien la vérité sur ce qui lui est arrivé. Parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'elle a été enlevée. Environ 2 semaines. Donc, la petite fille, ben, elle s'en rappelle, là. Elle a pas été là assez longtemps. Bon. Fait que Teresita, elle va raconter qu'elle était à Barcelone avec sa famille quand elle est tombée sur une mendiante qui l'a pris par la main puis qui lui a proposé des sucettes. Elle aurait commencé à l'emmener plus loin. Tu sais, en la prenant par la main, elle aurait commencé à l'emmener plus loin. Sauf que là, elle aurait réalisé que, dans le fond, elle s'éloigne de ses parents, elle s'éloigne de sa maison, de tout ça. Puis, au moment où elle aurait comme essayé de réprimer, là, de dire genre « Non, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'amènes? » Eh bien, la mendiante en question, qui est Enriqueta, elle aurait pris un tissu noir, puis elle l'aurait mis sur la tête de la petite. Elle aurait comme fermé le genre de sac noir, le tissu noir, peu importe, puis elle aurait complètement pris Teresita dans ses bras, puis elle l'aurait amenée plus loin. Donc elle aurait pas pu rien faire, pas pu se débattre, pas pu crier, rien. Là, quand elle serait arrivée à l'appartement, donc au bordel, ben Enriqueta, elle aurait coupé les cheveux de la petite fille, puis elle lui aurait comme annoncé qu'elle a plus de parents, que c'est terminé, elle a plus de famille, puis que maintenant sa famille, ben c'est elle, puis qu'elle va devoir l'appeler maman. Puis elle va lui dire même qu'on va changer son nom, puis à partir de maintenant, elle s'appelle Felicidad. Cauchemar. Ouais. On va ensuite apprendre qu'il y aurait fort probablement eu beaucoup d'enfants dans l'équation, que sans doute plusieurs disparitions d'enfants auraient été le résultat des kidnappings d'Enriqueta, que ceux-ci devaient être mal nourris, puisque depuis que la petite Teresita a été enlevée, ben elle se faisait donner uniquement du pain et des patates, et ce, en toute petite quantité. Elle confirme qu'Angelita était nourrie de la même façon, puis ça depuis vraiment longtemps. Angelita, d'ailleurs, elle va mentionner qu'elle aurait connu, elle, un autre enfant, qui était là avant Teresita, puis même avant elle. C'est un petit garçon qui s'appelle Pepito, un petit garçon de 5 ans. Angelita, pendant l'interrogatoire, puis là, je sais pas à quel âge Angelita, fait que je sais pas à quel point c'était clair comment qu'elle l'exprimait, là, mais pendant l'interrogatoire, elle va dire qu'une nuit, elle se rappelle, elle était pas capable de dormir, puis elle avait décidé de se lever, puis comme se diriger vers la cuisine pour essayer de manger quelque chose en cachette. Ça allait pas bien. Puis quand elle serait arrivée à la cuisine, elle serait tombée sur une complète scène d'horreur. Le petit Pépito, il était couché sur la table, clairement mort, et Enriqueta, ben, était en train de le vider de son sang. Il y en avait partout. Oh my God. Là, c'est en entendant ce bout de l'histoire-là que les policiers, ils réalisent, ben, OK, on n'a pas fouillé plus loin dans l'appartement. Tu sais, ils sont partis avec les 3 filles, mais ils n'ont pas fouillé plus loin, là. Tu me niaises? Ils n'ont pas fouillé toutes les pièces. Pourquoi? Non, pas sur le coup. Ils sont bien caves. Tu sais, ils avaient pris les fillettes, ils les avaient amenées au poste et tout, mais ils n'avaient pas ouvert de pièces. Fait que là, en entendant ça, ils sont comme, OK, là, on est face à comme quelque chose de beaucoup plus grave que ce qu'on pense. Puis genre, ça arriverait pas, là, une erreur de même aujourd'hui, là, qui... Tu sais, ils ont un mandat de perquisition, fouiller l'appart, mais non, c'est comme si, là, ils ont vu que la petite Teresita était là, puis ils sont partis avec, puis ils ont eu ce qu'ils voulaient. Mais non, ce n'est pas fini. Les policiers vont donc, plusieurs heures plus tard, se diriger vers l'appartement. Ce qu'ils vont y trouver, vous n'êtes pas prêts. Si vous vous demandiez encore pourquoi on la surnommait la vampire de Barcelone, eh bien, vous allez comprendre dans la prochaine minute. Oh non. Les policiers parcourent l'appartement et trouvent finalement une pièce des horreurs, complètement.
Se différenciant du reste de l'appartement vraiment crado, cette pièce-là était comme luxueuse. On voyait davantage la version soir, entre guillemets, d'Enriqueta dans cette pièce-là. Tout était beau, tout était propre, c'était comme son havre. C'était sa chambre à elle, clairement. Mais c'était pas juste une chambre, comme n'importe quelle, mais bien une pièce où elle avait comme une deuxième business. Genre une job sur le side, comme on appelle. Des bocaux en vitre de toutes les grandeurs contenant des restes humains. Des membres complets de corps intacts, de la peau dans des bocaux, des os, du sang coagulé, de la graisse humaine, des cheveux, des ongles, des dents, etc. Ah, j'ai mal au cœur, là! La partie d'Enriqueta que vous ne connaissiez pas encore, eh bien, c'est celle-là. Enriqueta la sorcière, comme on l'appelait. Dans une époque où l'on vient juste de passer la grippe espagnole et où l'on fait maintenant face à la fameuse tuberculose, eh bien, Enriqueta, elle se disait sorcière, guérisseuse et fabricante de potions. Donc, une énorme batch de pots de crème et autres soins reposait dans cette chambre, puis elle les vendait à ses clients. Les mêmes clients qui profitaient des services sexuels d'enfants, là, c'est eux qui avaient l'argent parce que les produits étaient chers. Donc, c'était parfait pour sa clientèle. Donc, c'était les riches, c'était eux qui voulaient se permettre de rester en santé, d'acheter des produits pour toute la famille. Donc, ils en profitaient pour acheter les fameuses crèmes qu'elle faisait. Des pots de crème à base d'enfants. Et c'est l'enfer sur Terre. Genre, imagine habiter à cette époque-là, dans ce coin-là, puis de te dire je veux pas la tuberculose, fait que je vais prendre des potions faites avec du sang d'enfant. Voyons! Puis comme, clairement, il devait s'en douter, là, que c'était, tu sais, que ça venait de ça, là. Ben oui, là. Genre, elle faisait pas juste des potions avec, tu sais, avec quoi? En tout cas, il devait s'en douter. Moi, je suis sûre qu'il savait tout. Son modus operandi. Elle kidnappait des enfants pour les vendre à des riches pédophiles qui, eux, les utilisaient à des fins sexuelles. Quand les enfants, ils la gossaient, genre, ils la tannaient, qu'elle avait fini avec eux, mettons, soit parce qu'il avait déçu un client, ou parce qu'il avait comme désobéi, ou qu'il faisait juste plus la job parce qu'il était pas assez en santé, elle les tuait, puis elle transformait leurs dépouilles en potions et en onguents miraculeux, comme un genre de rituel de sorcellerie, là, dans sa pièce, avec des os partout pis tout. On va retrouver chez elle les restes non identifiés d'une douzaine d'enfants. Sauf qu'on se rappelle, là, elle a été probablement 20 ans à faire ça, peut-être plus. Donc c'est fort, fort possible qu'il y ait beaucoup plus que 12 enfants. L'enquête va révéler qu'Enriqueta possédait plusieurs appartements à Barcelone. Et chaque appartement avait un usage, une utilité différente. Donc, t'en avais un que, premièrement, c'est là que les enfants y vivaient, clairement mal nourris et tout, puis qu'il y avait la fameuse chambre où elle faisait comme sa business, là, ses potions, ses crèmes et tout. Probablement l'appartement où elle tuait les enfants également. Dans un autre appartement, dans la partie un petit peu plus luxueuse de la ville, c'est là qu'il se trouvait son bordel. Donc, probablement qu'elle amenait les enfants à cet endroit-là pour offrir leurs services. Lors d'une perquisition dans tous les autres appartements, la police va découvrir au moins 10 corps parfaitement préparés pour leurs besoins cosmétiques. Dans les autres appartements, un peu cachés partout, genre cachés dans les murs, dans le grenier, tout ça, on va retrouver d'autres ossements humains. Puis, on va trouver aussi des anciens livres comme en parchemin où elle faisait comme ses petits rituels de sorcière, puis elle écrivait les recettes pour ses potions. Donc, tu sais, genre 1 litre de sang, des cheveux, blablabla. Puis aussi, elle avait des lettres, puis des genres de listes avec plein de noms de gens importants qui étaient dessus. Soit des gens qui avaient déjà comme ces services ou des gens qu'elle prévoyait aller rencontrer. Sauf que malheureusement, on pourra jamais prouver ça. C'est comme la liste des invités de l'île de Jeffrey Epstein. Oui. Sauf que Enriqueta, elle va être incarcérée à la prison de Reina Amalia
en attente de son procès, en fait, puis pendant toute l'enquête et tout. Sauf que, au grand soulagement des puissants pédophiles de Barcelone et des gens qui seraient potentiellement sur cette fameuse liste, eh bien, Enriqueta, elle va être abattue par ses co-détenus en prison. Donc, ils vont la battre à mort. Et elle va décéder, là, pas très longtemps après son arrestation. Comme Jeffrey qui s'est mystérieusement suicidé un soir que les caméras de surveillance ne fonctionnaient pas. Ben oui, mon œil. Donc, cet assassinat-là va permettre à la meurtrière de disparaître sans jamais divulguer ses secrets. Aucun nom sur la fameuse liste va pouvoir être mentionné parce que le procès n'aura jamais lieu. Et elle va être enterrée dans une tombe avec une tombe anonyme dans un des cimetières du coin. Enriqueta est à ce jour la tueuse en série la plus célèbre de Barcelone. Les histoires et les légendes à son sujet sont extrêmement nombreuses, de telle sorte que, comme je l'ai dit en tout début d'épisode, ben, c'est très difficile aujourd'hui de discerner le vrai du faux. Donc, qu'est-ce qui a été inventé, qu'est-ce qui est réellement arrivé. Enriqueta, elle a supposément vécu de son métier pendant 20 ans avec ce commerce-là. Donc, le nombre de victimes, comme je l'ai dit, il n'a jamais été exactement vérifié. Mais on dit quand même que c'est la tueuse en série la plus meurtrière que l'Espagne a connue. Le quartier d'El Raval, il est aujourd'hui rebaptisé le carré Joaquín Costa. Puis la fameuse rue du 29 Ponant, eh bien, aujourd'hui, elle est ultra méga connue et courtisée par les gens qui connaissent l'histoire, là, puis qui s'intéressent à ça. Sauf qu'avant de terminer, je vais vous parler de certaines théories qui font en sorte qu'on ne sait pas trop si cette histoire est bel et bien vraie. Ah ouais? Ou si ça fait partie d'une légende qui grandit avec le temps. Premièrement, qu'est-ce que tu penses de tout ça, là, toi? De tout ce que je t'ai raconté? Ben, c'est complètement dégueulasse. On dirait... Oui, ça a l'air un peu tiré par les cheveux, mais en même temps, j'aurais pas de doute que ça soit réellement arrivé. Puis même encore parce aujourd'hui... qu'il y en arrive des affaires de même, là. C'est ça, on a des référents avec des cas très récents, là, comme Jeffrey Epstein, que, bon, c'était peut-être pas des petits-enfants de 3 ans, là, mais quand même, là, c'était des jeunes femmes, que ça a été prouvé, là, quand même. Il y avait des mineurs aussi, ouais, probablement, oui, c'est ça. Mais ça me fait aussi penser un peu au genre de Pizzagate, là, qui est comme une grosse théorie complotiste sur les internets, là, qui est comme une espèce de réseau de trafic humain pédophile parmi les gens célèbres. Puis ça, bon, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, je m'y connais pas assez là, sur le Pizzagate, genre, mais je sais que c'est vraiment une grosse théorie du complot. Puis ça me fait un peu penser à ça, fait que peut-être que ça l'a été un peu exagéré comme la théorie du Pizzagate avec le temps. Ben, dans un sens, tu sais, ça existe tellement, là, je veux dire, du trafic humain, il y en a partout, ouais. Puis du trafic d'enfants aussi, il y en a dans le monde, ça existe pour vrai, fait que tout ce que j'ai raconté aujourd'hui, j'ai l'impression que, tu sais, c'est toutes des choses qui, si jamais c'est pas vrai, mettons, l'histoire que je vous ai racontée, c'est toutes des choses qui sont peut-être arrivées, mais ailleurs, puis qu'on connaît pas, ou genre, tu sais, fait que c'est pas irréel, genre, oui, il y a beaucoup d'affaires, mais c'est pas impossible du tout, là. Ça se peut très bien que ce soit arrivé puis que les gens, ils préfèrent raconter ça comme légende parce que c'est irréel, justement, mais ça se peut très bien que ce soit arrivé, là. En tout cas, moi... Bref, je vais vous parler des théories, en fait, là, des gens qui pensent que c'est une légende, mais... La seule chose qui me fait douter... mon opinion après. La seule chose qui me fait douter, c'est que ça fait tellement longtemps que les preuves doivent pas être très nombreuses, tu sais. C'est ça. Non, il y en a pas beaucoup. Mais sinon, j'y croirais, là, en ce moment, là. Mais j'ai hâte de savoir tes théories. Peut-être que ça va me faire changer je vais comme d'idée. dire tous les points que plein de gens ont amenés pour démentir tout ça. Mais comme je l'ai dit, genre, mettons, je pourrais te parler d'une totale autre histoire, de quelqu'un d'autre qui fait du trafic d'enfants, mettons, je sais pas, en Thaïlande, genre. Puis je pourrais aussi démentir chaque affaire que je pourrais démentir chaque petit point aussi en disant une raison X, là. Fait que c'est pour ça que
Bon, on ne sait pas, mais je vous dis les points. Donc, première des choses, les gens y apportent beaucoup la théorie comme quoi, tu sais, dans chaque culture, t'as des affaires que tu dis, là, si jamais tu veux que ton enfant, il se comporte bien. Ouais. Genre, fais attention, je sais pas, genre, rentre, faut que tu te sois couché avant 7 heures, sinon le bonhomme 7 heures, il va venir te voir puis il va te manger les pieds, genre, ou je sais pas trop quoi. Ou croque-mitaine, genre, plein de petites affaires de même, là. Je sais pas si ça dit quelque chose. Ouais. Donc, on se demande comme, est-ce que c'est possible que l'histoire de la vampire de Barcelone, ben, c'est comme une histoire qui est née de la même façon que les autres. Genre, oui, ça se peut, des bonhommes 7 heures qui viennent dans les maisons et qui tuent des enfants. Il y en a des gens comme ça. Mais ça se peut-tu que, dans le fond, ce soit une histoire, à la base, celle-là, qui a été inventée, juste pour faire peur aux enfants puis leur dire de faire attention, tu sais? Surtout les enfants qui traînaient dans les quartiers pauvres, les quartiers un petit peu dangereux. Si t'es pas sage, si tu fais pas telle affaire, ben il y a une espèce de prostituée psychopathe du quartier, genre El Raval, qui va venir t'enlever, qui va te donner des bonbons, elle va ensuite t'offrir à des méchants monsieur, puis ensuite elle va te tuer, puis genre garder tes entrailles pour faire des produits de cosmétiques ou des produits de beauté. Genre, c'est une phrase qui ferait peur en tabarouette. Ouais. Genre, oui, c'est macabre, mais est-ce que ça se peut que ce soit inventé? Mm-hmm. Ça se peut. Puis c'est ça, plusieurs vont dire que c'est juste de se poser la question parce que, à part les photos, le peu de photos qu'on a d'ailleurs, puis les histoires qui restent, genre il y a quand même tout le temps une histoire, une version de l'histoire qui revient dans plusieurs articles, mettons. Mais à part ça, ben il y aurait vraiment beaucoup de possibilités de modifier l'histoire, des gens qui l'ont amplifiée, tout ça, parce qu'on n'a pas beaucoup de preuves, comme tu le dis. On a l'écrivain espagnol Jordi Corominas qui a écrit un livre par rapport à ça qui s'appelle Barcelona 1912. D'ailleurs, il y a beaucoup de films qui ont été faits là-dessus, beaucoup de livres qui ont été écrits là-dessus, de pièces de théâtre, genre c'est vraiment une histoire connue. Ouais, genre. ça a marqué la culture là-bas, là. Donc cet écrivain-là, il va déclarer dans son livre « Enriqueta n'était pas une meurtrière, mais le modèle d'une Barcelone pauvre et désespérée, indissociable du monstre dépeint par la presse, cette femme était en réalité marquée par un événement qui avait bouleversé sa vie, la mort de son fils de 10 mois seulement, des suites de malnutrition. Perturbée par la situation et certainement atteinte de troubles mentaux, elle aurait kidnappé Teresita pour chercher une amie pour Angelita, qui était l'enfant de sa sœur dont elle s'occupait parce qu'elle était décédée lors de l'accouchement. Il dit ça dans son livre. Est-ce qu'il invente tout ça ou il l'a connu ou genre c'est dur à dire, mais il y a vraiment comme une toute autre version. Là. Comme si Enriqueta était traumatisée parce qu'elle avait perdu son enfant quand elle était jeune, puis ben malheureusement comme elle aurait kidnappé un enfant, mais c'était par pur désespoir, puis c'était pour comme remplacer l'enfant qu'elle avait, mais que dans le fond elle a jamais tué d'enfant, puis tout le reste est faux. Bon, je ne sais guère. Mais dans la vraie histoire, je l'ai pas dit aussi, mais la petite Angelita, de où est-ce qu'elle proviendrait? Parce que dans le fond, bref, dans la vraie histoire, ils disent que c'est pas vrai du tout, là, que c'était sa vraie fille. C'est aussi une enfant qui a été comme enlevée. Puis ce que ça dit, en fait, c'est que lorsqu'elle était encore avec Joan Pujalos, eh bien, lui, il avait une sœur. Puis, il était quand même assez proche, là, la sœur de Joan puis Enriqueta. Puis, à un moment donné, elle était enceinte, puis elle allait accoucher. Enriqueta lui aurait proposé son aide pour l'aider, parce que souvent, il accouchait comme à la maison. Donc, elle l'aurait aidé, puis lorsqu'elle aurait mis au monde l'enfant, Enriqueta, elle serait comme partie avec l'enfant, comme si elle allait pas bien. Elle serait revenue, puis elle aurait dit à la sœur de Joan... genre, ton enfant, il est décédé. Genre, j'ai pas pu le sauver. Mais que dans le fond, c'est pas vrai, puis c'était Angelita, puis elle est partie avec. Fait que ça, c'est la vraie histoire. Mais est-ce que ça se peut, là, que ce soit fuck all, ça, tu sais? Ouais, on dirait que là, je sais plus qui y croire. À vous, hein? Selon le même auteur, justement, du livre, il raconte, en fait, que la présence des fameuses crèmes, des onguents, elle a jamais été prouvée. Genre, il y a personne qui a eu comme un échantillon de ces fameuses crèmes.
Puis que les os qui étaient retrouvés dans la chambre, c'était en fait comme des espèces d'amulettes. Tu sais, mettons là que t'es un peu sorcière, tout ça, tu vas mettre des os un peu partout, puis genre, je sais pas, tu sais, un peu comme Blair Witch Project, là, genre des petites sculptures bizarres. Ben, il va dire que c'était ça, en fait, qu'on a trouvé, puis que ça fait juste montrer qu'elle était un peu dans la sorcellerie et tout, mais pas nécessairement qu'elle a tué des gens. Il va dire que les bocaux qu'on a retrouvés dans sa chambre, c'est parce qu'elle avait plusieurs animaux qu'elle gardait dans des bocals. Elle gardait leur sang et tout ça pour faire des espèces de rituels de sorcière, mais ça n'a jamais été question d'enfants. Bon, ça, c'est ce qu'il dit. En plus, ben, à cette époque-là, en Espagne, les enlèvements d'enfants, ils étaient pas rares pantoute, là. Genre, pis la prostitution infantile non plus était pas rare. Donc, est-ce que ça se peut que il ait simplement pris comme toute la panoplie de disparition d'enfants puis il l'ait mis, genre, attribué à elle parce que ça fitait bien avec l'histoire. Puis c'était plus facile après ça de faire genre, bon, sujet clos, c'est elle qui a tué l'enfant. Ensuite, ben là, il y en a certains qui disent que l'histoire comme quoi Angelita elle aurait vu un certain Pepito se faire vider de son sang. Ben là, ils disent que genre, comme c'est une enfant, elle a peut-être tout inventé, là. C'est peut-être vraiment pas vrai. Enriqueta Marti, elle va dire que, en fait, elle va jamais prendre le fait qu'elle est tueuse en série. Elle va jamais avouer quoi que ce soit. Elle va toujours se dire innocente. On dit aussi que les taches de sang qu'on a découvert genre un peu partout, dans sa maison, sur les vêtements et tout, eh bien, c'est parce qu'elle avait techniquement un cancer de l'utérus. Puis elle souffrait de ça depuis plusieurs années, mais elle était pas capable de se payer les traitements, donc souvent, elle avait des grosses pertes de sang, comme, puis elle était tout seule et tout. Il y a du monde qui disent que c'est ça. Puis ces mêmes personnes vont même dire que dans le fond, elle serait décédée de ce fameux cancer pendant qu'elle était incarcérée en attente de son procès, puis que c'était pas du tout genre une bataille par les co-détenus, c'était en fait qu'elle était décédée au bout de son sang. Genre. Ben, gars, c'est quand même plausible comme explication, mais ils ont pas l'air d'avoir vraiment de preuves non plus, là. On dit aussi que cette histoire, eh bien, si elle serait arrivée aujourd'hui, ça aurait été tout simplement une femme qui avait besoin de soins médicaux et qui avait besoin d'une attention psychiatrique particulière. Est-ce que aussi la presse de l'époque, elle a pris genre plein de petits éléments pour faire une espèce de grosse mise en scène, un gros spectacle autour de cette femme-là qui était pauvre puis qui a eu la vie difficile? Bref, ce qui reste certain, c'est que cette histoire morbide reste ancrée dans l'histoire de Barcelone, de l'Espagne au complet, et malgré des études qui restent encore peu connues du grand public, eh bien Enriqueta Marti, que ce soit vrai ou non ce qu'elle a fait, elle reste aujourd'hui dans l'imaginaire collectif la tueuse en série la plus meurtrière de l'Espagne. Damn! Qu'en penses-tu? Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est tout arrivé. Ouais, ben, je trouve ça bizarre d'essayer de dire que c'est pas arrivé. Genre, je sais pas, t'étais pas là, toi non plus, là. Pourquoi? Qu'est-ce que t'en sais? Ben, c'est parce que... Comment tu saurais qu'elle avait un cancer de l'utérus, ça? Je veux dire... Non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens importants impliqués. Moi, c'est ça l'affaire qui me revient pas. Il y a tellement de politiciens, de gens avocats, médecins, tellement de gens importants qui auraient pu, genre, perdre toute leur vie si ça s'était su, que moi, j'ai l'impression que les gens, ils inventent des raisons pour prouver que ça a jamais arrivé juste pour protéger ces gens-là. Puis pour protéger l'histoire de l'Espagne, puis l'histoire de Barcelone, puis le fait que aujourd'hui c'est une petite ville touristique, puis qu'ils sont droits, puis qu'ils sont ci, puis ça, puis whatever. Genre, j'ai l'impression que c'est comme toute une affaire qui cache beaucoup. Quand j'ai eu l'idée de faire cette histoire-là, c'est parce que j'ai passé comme un week-end, v'là un mois ou deux, dans une yourte. En fait, c'était, v'là un mois ou deux, dans une yourte. Puis, il y avait des Espagnols, des filles qui étaient en échange, en fait. Puis, bref, avec un de nos amis, là. Fait qu'ils étaient avec nous le week-end. Puis, tout le week-end, on a comme parlé espagnol. Mais moi, je parle fuck all l'espagnol. Fait que là, ils essayaient de parler français. Puis, on essayait de se comprendre. Puis, à un moment donné, il y en avait une d'entre elles qui avait comme compris que j'avais un podcast de True Crime avec toi. Puis elle était genre « Oh my God, j'aime tellement ça! » Puis elle en écoute plein, puis son but en ce moment, c'est d'apprendre le français. Fait que j'avais comme recommandé notre podcast. Oh, j'espère qu'elle nous écoute. Je sais pas d'ailleurs. Oui, c'est ça. Si elle nous écoute, j'espère qu'elle nous comprend. Mais elle m'avait dit qu'elle adorait le True Crime, fait que j'avais montré notre podcast, puis j'y avais demandé comme « Hey, t'as-tu des histoires genre vraiment connues en Espagne? »
genre des histoires qui ont marqué l'Espagne. Puis ce qu'elle m'avait dit, ça m'avait un peu choqué, c'est qu'elle disait, c'est fou comment en Espagne, les gens importants, ils cachent des informations. Elle dit, on n'entend quasiment jamais rien aux nouvelles, on n'entend pas qu'il se passe des meurtres et tout, on dirait que c'est genre jamais rien passé, mais elle dit, on le sait tous, c'est comme un peu, il y a des choses, il y a d'autres endroits dans le monde que c'est de même, là, mais elle disait, c'est fou comment tout a l'air beau. Mais elle dit, il y a vraiment du monde qui cache des affaires. Fait que quand je suis tombée sur cette histoire-là, j'étais comme, moi, j'ai l'impression qu'ils cachent ça pour garder leur réputation, mais que dans le fond, ça se peut que ce soit arrivé pour vrai, puis c'est terrible. Ouais. C'est quelque chose que tu veux cacher, là, un cercle de prostitution d'enfants. Puis il y en a probablement partout dans le monde, là, et c'est sûr qu'il y en a en Espagne, là. Arc, ça m'écoeure. À vous. C'est dégueulasse. Puis c'est ça, c'est que c'est pas rien qui existe pas, là. Genre, tout ça, là, pourrait arriver. Après ça, les onguents, tout ça, je sais pas, mais on en a entendu tellement des affaires de rituels sataniques qu'ils utilisaient les cheveux, puis ils démembraient du monde, whatever, surtout, genre. On dirait que tout ça, ça se peut. Puis à cette époque-là aussi, encore plus, on dirait que ça se peut, là. Aïe, aïe, mais très cool histoire, vraiment méconnue, en tout cas de mon côté, ou j'imagine qu'au Québec aussi, là, on la connaît pas tant, là. Et en tout cas, moi, j'avais jamais entendu parler. C'était tough d'avoir des articles pas espagnols, là, tu sais, ou des articles que je peux traduire, là, c'était quand même tough. Mais ouais, j'ai essayé de nous amener un petit peu plus loin qu'à l'habitude, puis... c'est le fun de temps en temps. Puis que ça soit vrai ou pas, ça restait quand même une histoire captivante que t'as bien racontée. Merci. J'ai bien essayé. C'est rare que tes histoires m'écœurent autant. Genre, d'habitude, je sais pas, je suis quand même capable de me gérer, mais là, j'étais vraiment écœurée. Peut-être parce que je venais de manger, là, mais ça me levait le cœur. Mais merci pour ça. En fait, non, mais oui. Puis, merci à vous d'être là. Oui, merci beaucoup de nous écouter. Oui, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à notre Patreon si vous pouvez vous le permettre. Vous avez un épisode de plus par mois. Les épisodes filmés, les collabs filmés sont sur Patreon. On a aussi des groupes de discussion, on jase, on a du fun. Les épisodes sont disponibles à l'avance, les épisodes réguliers aussi. Fait que ça nous aide vraiment beaucoup. Merci à tous ceux qui sont abonnés présentement. Sinon, si vous voulez nous aider d'une autre manière, vous pouvez nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music. Ça nous aide full, ça aussi. Apple Music! Et sinon, on est sur Instagram et Facebook. La semaine prochaine, c'est un épisode Patreon, justement, si je me trompe pas. Non, c'est mon... Oui, c'est Patreon. Oui! Mon Dieu. J'étais genre, là, on vient de faire le tien, le mien, ouais. On est rendu à Patreon, puis on est rendu au tien, là, fait que soyez ready. Le sondage était... Oui, j'ai jamais vu autant serré. C'était équivalent, là, genre, tellement quasiment égal, genre, il y avait comme un pourcentage de différence qu'on s'est dit, en fait, qu'on allait faire les deux, probablement. Fait que moi, je vais peut-être changer d'idée, mais... Moi, je vais prendre un crime scolaire et avoir s'écrit la prochaine fois, prendre l'autre choix. Crime scolaire, et là, quand j'ai dit à Louis, mon chum, il a entendu crime solaire. Puis là, il était comme... Moi aussi, j'ai... Oh mon Dieu, parce que tu m'as texté ça quand je t'ai dit, finalement, tu prends lequel, vu que c'est quasiment égal. Tu m'as dit crime scolaire, puis j'ai vraiment entendu crime solaire. J'ai lu crime solaire. Dyslexie. Un crime sur le soleil, genre. Ça serait un bon défi, très difficile. Fait que, crime scolaire, puis sa difficulté, c'est que ça peut pas être un shooting de masse, parce que là, c'est tout ça qui nous vient en tête quand on parle de ça. Fait qu'on se met une difficulté supplémentaire, puis aussi, ça va peut-être aider les choses. Ouais, parce que c'est triste, là. C'est rough. C'est rough. Ouais. Mais oui, je vais essayer de faire une autre sorte de crime dans une école. Donc, restez à l'affût, ça va être la semaine prochaine. Puis pour les autres, on se retrouve dans 2 semaines. Oui, merci encore de nous écouter. On vous aime fort, fort. Yes, bye, bisous, bisous.